Bonjour et bienvenue dans l'émission de la voix holistique de la santé et du bien-être. Je suis Sonia Bilouti, une conteuse végétale, une sorcière des temps modernes, diplômée de phytoaromathérapie, consultante bien-être et podcasteuse passionnée. Tous ces gens que je rencontre, qu'ils soient bienveillants ou malveillants, toutes les situations du quotidien, bonnes ou mauvaises, sont pour moi autant d'occasions pour pratiquer. Cette citation n'est pas de moi, mais elle est tirée du livre Chaque seconde est une vie d'Éric Salin, notre invité du jour. Il est connu aussi sous le nom de Myoken, son nom de moine zen. Éric est sophrologue et moine zen. Il pratique la méditation dans la tradition japonaise du Zen Soto, et ça depuis plusieurs années. Il est certifié instructeur MBSR et il intervient auprès de publics défavorisés. C'est un peu sa spécialité. Il propose aussi des retraites de méditation et des programmes disponibles sur Petit Bambou et Présence. Son livre Chaque seconde est une vie est préfacé par Mathieu Ricard. Place à l'épisode maintenant. Bonjour Eric et merci d'être au micro de la conteuse végétale. Tu es un ancien graphiste et chef cuisinier, devenu sophrologue et moisenne. On peut dire que ton parcours est quelque peu atypique. Tu dédies ta vie à l'enseignement de la méditation et de l'intelligence émotionnelle. Tu es le président de l'association Mindfulness Solidaire pour apporter la méditation, entre autres, notamment aux plus démunis et aux détenus aussi. Tu es aussi auteur du livre Chaque seconde est une vie, préfacé par Monsieur Mathieu Ricard. Et pour moi, étant donné que ce n'est pas la première fois que nous conversons ensemble et que nous échangeons, tu incarnes l'humilité et l'authenticité dans chaque aspect de ta vie et de ta pratique, et aussi bien sûr de ton enseignement. Bonjour Eric. Peux-tu te présenter en quelques mots rapides à nos auditorices? Bonjour Sonia, merci tout d'abord d'avoir eu cette envie de dialoguer, de me laisser un espace où je peux partager avec vous ce qui m'anime. Eh bien écoute, j'ai 58 ans, je suis marié et comme tu l'as souligné, effectivement, j'ai une vie bien remplie, un parcours assez atypique et je crois que ce qui est assez peut-être marquant à noter, c'est que j'ai jamais véritablement chercher ce parcours. Sauf bien sûr les arts graphiques, hein, puisque l'école estienne et ce premier métier, je l'ai vraiment beaucoup désiré. Et j'ai fait vraiment tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire ces études et ce métier. Mais je dirais qu'après, les événements presque ont décidé de tout ce parcours. Quelqu'un disait, le destin, c'est ce qui arrive quand on a prévu autre chose. C'est sans doute ton destin. Donc, comme tu le disais, tu as commencé ta carrière dans les arts graphiques, dans la communication et la publicité. À la fin de tes études et après quelques mois de salariat, enfin en tout cas de travail, tu as décidé de prendre une année sabbatique pour voyager en Asie, en particulier en Inde où tu as séjourné plusieurs mois. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé à ce moment-là et aussi jeune, parce qu'en général, quand on a fait c'était juste après tes premières études, ta première formation, tu ne devais pas être bien vieux. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision assez radicale et peut-être aussi nous raconter ce que tu as découvert pendant cette année sabbatique? Et bien là aussi, ça rejoint complètement ce que je te disais tout à l'heure. En fait, c'est un ami à moi euh, qui avait envisagé de partir en Inde. Il travaillait dans le domaine de l'informatique à l'époque et son patron était assez visionnaire puisque c'était en 87, si ma mémoire est bonne. Et il pensait vraiment que l'informatique allait beaucoup se développer en Inde et lui avait dit, est-ce que tu voudrais bien aller là-bas pour peut-être monter une filiale de notre entreprise française? Et puis, voilà, de fil en aiguille, en fait, il s'était séparé de son patron, il avait arrêté son travail, mais il avait conservé le billet d'avion.
il m'avait dit: «Écoute, est-ce que ça te dirait de partir en Inde avec moi?» Et puis, encore une fois, on n'avait rien projeté, même pas en termes de durée. C'est pour te dire qu'on était vraiment, dans l'innocence et dans la fraîcheur. On s'est dit: «Allez, on va là-bas», et sans trop savoir, bien sûr, où on allait mettre les pieds. C'était vraiment, à la routard, hein, donc en plus, il n'y avait pas beaucoup de guides à l'époque, donc il a été comme ça, vraiment à l'instinct. Ni GPS, ni Oui, internet. internet, ni même le guide de routard dans la poche, on n'avait pas grand-chose. Bah, écoute, ça a été une expérience complètement, incroyable et qui a profondément bouleversé ma vie, et je crois que ça m'a beaucoup, influencé pour la suite de mon parcours. Qu'est-ce que j'ai pu découvrir? Ben, un pays tout à fait incroyable, dans sa géographie, dans sa culture. Chaque région a une culture différente, une langue différente, une musique différente. Enfin, c'était vraiment un voyage extraordinaire. Et puis bon, bien sûr, beaucoup de misère, beaucoup de difficultés. Donc quand même bah, j'étais vraiment face à moi-même, et c'était vraiment parfois des moments difficiles. Mais ça m'a beaucoup, beaucoup appris, et je crois que je pense que vraiment les jeunes, je les encourage vraiment à aller, à l'étranger, de voyager pour sortir en fait de notre cocon, pour se rendre compte aussi de ce qu'est le monde en fait. Et on s'en rend pas du tout compte vu de notre point de vue. Moi, j'habitais à Paris, et c'est vrai que de me retrouver en Inde, ça a été vraiment un très grand choc, et en même temps, ça m'a beaucoup, beaucoup ouvert l'esprit. J'ai découvert beaucoup de choses, et c'était vraiment une très, très belle expérience. Soyez présent pendant chaque moment de votre vie, instant après instant. Tu dis que ça t'avait bouleversé. Est-ce que tu as un exemple, un témoignage par rapport à ça? Qu'est-ce qui a été bouleversant pour toi et en quoi? Bah, je pense que c'est la pauvreté, la misère, c'est peut-être ça qui m'a vraiment donné par la suite l'envie de servir et d'aider les autres. Bah, écoute, je ne le savais pas, mais il y avait des gens à l'époque qui habitaient sur des tas d'ordures, des familles entières. Mmh. Une tente, enfin une tente, ils avaient des bouts de bois avec un bout de tissu qui leur servait d'abri, et ils vivaient véritablement sur des tas d'ordures qui triaient petit à petit. Et c'est vrai que ça a été un choc absolu. Toutes les maladies dont les gens souffraient, il y avait très peu d'hôpitaux, il n'y avait pas d'hôpitaux psychiatriques, ou très peu aussi. Donc, bah, tu es confronté vraiment à toute la misère du monde, à toute la folie du monde. Et c'était assez perturbant quand même. Il fallait être bien déjà, bien ancré et bien solide pour pouvoir traverser ce voyage. Mmh. Et donc à ton retour, ça a influencé, des choix ou tu as repris ta vie comme elle était? Enfin, Alors, j'ai est-ce qu'on peut dire d'ailleurs, c'est possible de reprendre sa vie, là où elle était après, une année d'absence et un bouleversement, et un choc aussi important? Oui, je l'ai repris comme elle était, tout en étant, je pense, différent, bien sûr. Il y avait beaucoup de choses qui Mmh, avaient bougé en moi, des compréhensions, mais en termes de professionnalisme, j'ai repris ma profession de graphiste, et mmh, ça m'a vraiment permis. J'avais déjà, je pense, ça m'a donné du recul, hein, par rapport à tout ce milieu aussi, hein, qui était quand même assez particulier, le milieu de la publicité dans les années, voilà, 90. Mais ça m'a marqué, ça c'est sûr. mmh. Et donc, justement, tu dis, tu es revenu, tu as repris, ton métier de graphiste, ta profession de graphiste et tu es resté 15 ans à faire ce métier. Heu, Sauf qu'à un moment, tu as décidé de prendre 2 ans de pause, dont un voyage. Qu'est-ce qui t'a décidé, à refaire cette pause et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour que tu ailles vers une autre passion, dont tu vas parler? Je le sais laquelle, mais dont tu vas nous parler. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc retour de l'Inde, tu as changé, mais pas changé. C'est en même temps, tu passes 15 ans à faire ce métier que tu aimais sans doute, hein, pour rester, aussi longtemps et à un moment, tu décides de refaire un break,
de faire cette pause, il y a eu sans doute un déclic? Oui, bien sûr, le métier, en fait, avait beaucoup évolué. Moi, c'est un métier, c'est pour ça que ça me plaisait beaucoup, hein. C'était un métier manuel. Quand j'ai fait mes études donc à l'école Estienne, hein, qui est une école d'art graphique, on faisait de la sculpture, de la peinture, du dessin de lettres, des mises en page, on faisait même des maquettes en volume. Donc on travaillait avec des cutters, des ciseaux, des bombes de colle, du scotch, de la terre. Enfin, c'était extrêmement manuel. Et c'est ça aussi beaucoup qui me plaisait. C'est quelque chose que j'ai pu retrouver dans les premières années de ma profession. Et puis, au bout, je crois, de peut-être, j'ai plus vraiment les chiffres en tête, mais au bout de quelques années, on va dire au bout de 5, 6 ans, l'informatique est arrivée. Donc, ce qu'on appelle la PAO, les publications assistées Mmh. par ordinateur, avec les premiers logiciels de mise en page, avec les premiers logiciels pour faire des logos, des dessins. Donc, au début, c'était extrêmement challengeant. Moi, j'étais très curieux de toutes ces choses-là, donc j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt et ça m'a beaucoup plu. Mais en fait, c'est devenu ce que c'est maintenant aujourd'hui, hein. C'est un ordinateur, une souris. Et c'est vrai que du coup, ça m'a complètement coupé de cette dimension manuelle, expérimentale, artistique quelque part pour moi. Donc c'est vrai qu'au bout de 15 ans, voilà, j'avais plus de contact finalement avec cet aspect manuel du métier. Et du Mmh. coup, je me suis dit: «Ça me convient plus, en fait», et heu, à la fin de ma carrière, le dernier poste que j'ai occupé, c'était un poste de chef de studio dans une agence de publicité, où je «manageais» entre guillemets, plusieurs personnes, et ça avait plus rien à voir quelque part avec ce métier vraiment que j'avais Mmh. beaucoup pratiqué avec beaucoup de passion, et je me suis dit: «Bon, j'ai fait le tour», et puis surtout c'est voilà, ça correspond plus à ce que j'ai envie de faire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit: «Beh, qu'est-ce que je pourrais faire?» tout simplement. Hem, Sachant que j'avais pas vraiment de talent, en tout cas, c'est ce que je pensais. Je me disais: «Mais» c'était vraiment compliqué. J'ai dit: «Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire, en fait?» Et Mmh. c'est vrai que, à ce moment-là, je suis parti un an en voyage, notamment, pour prendre du recul, pour réfléchir aussi à qu'est-ce qui pourrait vraiment, occuper, toutes ces années qui me restaient à travailler. Et au retour de ce voyage, j'ai essayé plusieurs choses. C'est vrai que j'ai tout de suite pensé à l'alimentation, donc j'ai pensé à la boulangerie, j'ai pensé à la viennoiserie, j'ai pensé à la cuisine. Et puis, voilà, comme je suis pas tellement matinal et que la boulangerie et la viennoiserie sont des métiers où il faut se lever tôt, finalement j'ai opté pour la cuisine et ça me correspondait bien. Donc j'ai passé un CAP à l'âge de, je crois, 35 ans. Voilà, un CAP en Mmh. accéléré, une formation pour adultes, donc de 6 mois. Et puis je Au suis lieu devenu, de normalement j'imagine que c'était la formation, un CAP, c'est beaucoup plus long que 6 mois? voilà, c'est plutôt 3 ans en général, 2 ou 3 ans. D'accord, donc tu l'as fait, 4 fois, 6 fois plus vite. C'est ça, quelque chose de très concentré, donc c'était, là encore un gros challenge, parce que voilà, énormément de choses, à Mmh. apprendre, des recettes de cuisine, des noms d'instruments, un chinois, une maryse, toutes ces choses-là, un cul de poule, tous ces mots-là, techniques que je ne connaissais pas, tous les noms des recettes, les noms des préparations, ça a été vraiment un gros challenge. Mais écoute, j'ai eu mon CAP de cuisine, donc ça m'a permis vraiment, après, d'exercer cette profession-là. J'avais aussi une petite idée derrière la tête quand j'ai choisi la cuisine. Je savais que pour avoir voyagé, que la cuisine française avait une grande réputation dans le monde, et je me suis dit, ça pourrait aussi me permettre de continuer de voyager peut-être. Et puis j'avais senti aussi que ça m'apporterait beaucoup de liberté en fait, parce que je savais que c'était un métier qui était très demandé, euh, qui avait beaucoup de possibilités, en fait, même en France, de travailler de plein de façons différentes. Et ça me plaisait beaucoup, en fait. Je crois aussi que c'est pour ça que j'ai choisi la cuisine, que j'ai donc exercé pendant 17 ans. Et j'ai exercé sur des bateaux de croisière, j'ai fait des saisons au ski, j'ai travaillé à la Tour Eiffel, j'ai travaillé
dans des restaurants d'entreprise, dans des petits boui-boui, dans des grands restaurants. C'était vraiment l'occasion de travailler dans beaucoup d'endroits différents. J'ai travaillé beaucoup à la Porte de Versailles aussi. J'ai fait beaucoup les grands salons, le mondial de l'auto, le salon de l'agriculture, que j'ai fait, je crois, 16 années d'affilée. Tu vois, et ça m'a permis aussi voilà, d'aller dans des endroits complètement improbables et de vivre des expériences étonnantes. Mmh. La Donc cuisine c'était est un voyage en soi et oui, tu as voyagé dans le voyage, et en fait, tu as changé de métier dans le même métier parce que la restauration collective, ce n'est pas le restaurant gastronomique et ce n'est pas le petit boui-boui non plus. Donc, à chaque fois, il y a cette notion d'adaptation, de recherche, de nouveaux environnements, comme si tu étais tout le temps en quête de nouveautés, même si en apparence, tu restais au même endroit. oui, c'est assez bien dit, mais là encore, je reviens un peu à ce que je te partageais au début. Quelque part, c'est pas quelque chose que j'ai véritablement cherché. Toutes ces pérégrinations à l'intérieur de la cuisine. En fait, je crois que le premier emploi que j'ai pris en cuisine, j'ai dû tenir 6 mois parce que c'était tellement difficile et c'était en coupure, donc des horaires compliqués, un environnement de travail difficile avec beaucoup de chaleur, d'être debout, de porter beaucoup de poids. Et j'ai compris en fait que je pourrais pas faire comme ça si tu veux, tenir des emplois pendant longtemps. Donc assez rapidement, je me suis tourné vers l'intérim, vers les extras, et c'est ça aussi qui m'a emmené en fait dans différents univers au sein même de la cuisine. Mais c'était pas quelque chose de calculé. Après, c'est vrai que je me suis rendu compte très vite que c'était un apprentissage extraordinaire parce que de changer de restaurant tous les 2 ou 3 jours, ben, tu apprends voilà, des nouveaux menus, tu apprends à travailler avec des équipes différentes, tu apprends à travailler avec du matériel différent, hein, ce qu'on appelle les fourneaux, ils sont tous assez différents, et du coup, de développer une capacité d'adaptation extrêmement pointue, parce que voilà, il faut être capable, en une demi-heure, de comprendre un peu comment tout fonctionne, de t'adapter, et puis d'être dans le moule, quoi, d'être vraiment capable de travailler avec les équipes très rapidement. Et ça m'a Mmh. beaucoup servi dans cette profession-là, mais je crois même qu'au-delà de ça, ça m'a beaucoup servi d'être capable de capter un environnement très rapidement, d'être capable de saisir justement aussi des ambiances, des façons de travailler, des Mmh. façons de parler, d'échanger. Et ça me sert encore au jour d'aujourd'hui. Je reviens avec douceur à mon souffle, attentif à l'air qui entre et qui sort de mon corps, et je me contente d'être là. De cette lucidité peuvent naître le silence et la tranquillité. On a parlé, on a de 35 ans de vie à peu près entre le moment où tu venais juste de finir tes études et jusqu'à la fin de ta carrière de cuisinier. Mais là, j'ai envie de revenir beaucoup plus loin en arrière, à ton adolescence. Tu m'avais mentionné que ta mère souffrante t'avait initié à un moment donné à la sophrologie et à la méditation. Et je sais, vu que je connais un petit bout de ta vie déjà, que ces pratiques ont impacté donc, on fait un peu, ouais, le retour vers le futur là, c'est, un peu cette histoire. On va parler du passé, donc remonter vraiment à ton adolescence, hem, où tu as eu une rencontre, par la force des choses avec la sophrologie et la méditation et ces pratiques ont eu une influence. Je ne sais pas si c'était à ce moment-là où tu n'en avais pas du tout conscience et que c'est revenu, comme un boomerang envoyé loin qui est revenu, tout aussi fort? Ou est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé en arrière-plan durant tout ce cheminement de ton adolescence, le bac, tes études, ton voyage, pour en faire autre chose, plus tard? Est-ce que tu peux nous dire un peu, comment cela a impacté ta vie, cette rencontre, ado avec la méditation et la sophro? Tout à fait. Effectivement, c'est donc ma mère qui souffrait de douleurs chroniques.
qui s'était tourné donc vers ces pratiques-là, hein, de sophrologie et de méditation, qui n'étaient pas tout à fait structurées comme elles le sont maintenant aujourd'hui, même si la sophrologie était déjà assez développée. C'est vrai que pour moi, euh, ça a été un véritable choc. Je pense que j'avais peut-être ouais, 14-15 ans, je dirais, quand j'ai rencontré ces pratiques-là. Et c'est vrai que c'était une fenêtre sur un univers complètement incroyable. C'est des choses qui étaient très peu connues, que les gens ne partageaient pas. Moi, ça m'a tout de suite parlé. En fait, à l'époque, c'était des cassettes audio, hein, que donnaient les thérapeutes. Donc, ma mère avait fait ces enregistrements en fait pendant les séances qu'elle suivait. Donc, moi, j'ai pu les écouter et ça m'a tout de suite embarqué. En fait, je me suis dit, mais c'est extraordinaire de pouvoir comme ça travailler sur soi, explorer son mental, son corps. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était absolument passionnant. J'ai pratiqué peut-être, ouais, pendant plusieurs mois, peut-être un an dans ma chambre. J'écoutais régulièrement ces cassettes-là, je pratiquais. Euh, mais j'étais très jeune et j'avais pas du tout. Voilà, encore une fois, il n'y avait aucun calcul, il n'y avait aucune projection. Donc c'est quelque chose que j'ai arrêté au bout d'un moment. Mais je pense que j'ai arrêté de le faire, voilà, comme ça, vraiment d'écouter les cassettes. Mais il y a quelque chose quand même qui était là, hein. Il y a une graine qui était plantée. euh, et ça m'a, oui, oui, ça m'a incontestablement beaucoup, beaucoup influencé. Ça, c'est sûr. Mmh. En 99, donc je ne sais pas à quel moment ça je parle de 1999, je le précise pour les millennials, on n'est pas dans un futur et dans l'anticipation ou de la science-fiction. Donc en 1999, mais j'ai du mal là à situer cette période dans ta carrière. Est-ce que tu étais encore graphiste ou c'était au moment de la transition vers la cuisine? Mais en tout cas, tu as décidé de te former officiellement à la sophrologie, donc de manière, structurée. Est-ce que tu peux nous dire justement à quel moment tu as pris cette décision? À quel moment ça correspondait dans ta vie quand tu as pris cette décision et pourquoi? Pourquoi la sophrologie au milieu de tout ça? Ben écoute, oui, c'est venu à peu près au moment où effectivement j'ai commencé à changer de vie, où la cuisine commençait à s'inviter dans ma vie. Je serais bien incapable de te dire pourquoi ça s'est. Parce que justement, je pense que c'est tout à fait en lien avec ce qu'on s'est dit avant. Je pense que même si j'en avais pas conscience, la sophrologie, même la méditation m'avait beaucoup impacté. Et si je pense que ce qui m'a poussé à reprendre contact avec ces pratiques, c'est la souffrance, très clairement. C'est la souffrance que je pouvais éprouver. Euh, Comment traduire ça en mots? En fait, je me sentais complètement dépendant des événements. C'est-à-dire que quand les choses se passaient bien pour moi et autour de moi, j'allais bien. Et dès que ça commençait à partir un peu en vrille, ou en tout cas ça correspondait pas à mes attentes, et ben j'étais dans la frustration, dans la colère et dans la souffrance surtout. Et je me suis dit, il a fallu un petit moment de digérer ça et de comprendre vraiment ça, en fait, de vraiment le visualiser. Je me suis dit, mais je peux pas continuer comme ça. En tout cas, j'en ai pas envie. C'est pas possible que je sois à ce point-là dépendant des événements. Ces événements, je peux pas les contrôler. Donc, ma vie, ça va être tout le temps un ascenseur émotionnel, complètement dépendant de ce qui se passe autour de moi. Donc, je me suis dit, je sais que voilà, la sophrologie va vraiment pouvoir m'aider. Et c'est vrai que de but en blanc, j'ai même pas cherché à faire des séances ou quoi que ce soit. Je me suis dit, mais je vais me former. Ça, c'est peut-être mon côté. Bah, j'aime bien souvent aller au fond des choses, j'aime bien aller en profondeur. Et c'est vrai que bah, c'est une formation qui dure 2 ans, hein, que j'avais fait à l'époque à l'école de sophrologie caïcédienne de Paris avec le docteur Patrick André Chenet. C'était vraiment une formation très sérieuse, très structurée, avec beaucoup de pratiques. Et ça a beaucoup, encore une fois, beaucoup changé ma vie. Et ça m'a aussi beaucoup aidé parallèlement à mon changement de métier, pas se retrouver dans des équipes de cuisine, comme je te le disais tout à l'heure, où il faut s'adapter, il faut tenir la pression du service, il faut être capable d'être performant. Ça m'a beaucoup aidé aussi voilà, à rester calme, à traverser tout ça avec un peu plus de sérénité, de recul. Ça m'a beaucoup aidé.
Et puis, tu as rencontré la méditation zen, quelque chose qui ressemble, à la sophrologie parce que bon, on parle de mental, de calme et de recentrage, mais qui n'a absolument rien à voir aussi et et qui t'a mené assez loin puisque non seulement tu as rencontré la méditation zen, mais jusqu'à l'ordination puisque tu es moine et que en plus de ton patronyme, officiel qui est Eric, tu t'appelles Myoken, qui est ton nom de moine zen, si je dis pas de bêtises? Tout à fait, c'est ça. Il existe en chacun de vous un espace de tranquillité, de stabilité, qu'il vous faut découvrir et cultiver. Et alors là, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est plus qu'une passion, c'est plus qu'un hobby, c'est plus qu'une passion, c'est quelque chose qui est quand même très structurel chez toi, c'est la méditation zen et le fait d'être moine, c'est le moins qu'on puisse dire. Raconte-nous cette rencontre, et je crois qu'il y a une jolie anecdote derrière, mais de mémoire, il me semble que tu avais une anecdote, autour de ça, mais bon, Oui, je vais pas aller plus loin, je te laisse parler. hem, donc après, cette formation en sophrologie où effectivement, il y a de la méditation, il y a de la méditation marchée, il y a beaucoup de pratiques. Hem, c'est vrai que ça m'a redonné envie, en fait, la pratique de la sophrologie m'a redonné envie de me replonger, hein, dans ces pratiques de méditation. Et à l'époque, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai tapé tout simplement sur internet, méditation. Je ne crois même pas que j'ai tapé zen, j'ai tapé méditation tout court. Et puis il y a un dojo là qui s'est affiché devant moi. En tout cas, il y a eu un nom, une adresse. Donc je me suis dit: «Ben, je vais y aller». En fait, c'était vraiment, assez loin de chez moi, mais c'était mon côté peut-être un peu aventurier. Donc j'ai été là-bas. Je m'attendais en fait à trouver donc un, tu vois, je sais pas, comme un dojo d'arts martiaux un peu, ou un gymnase, et en fait pas du tout. Je suis tombé Des devant un immeuble. tatamis, et de la lumière Voilà, tamisée, oui, et en fait pas du des tout. afous. Je suis tombé devant un immeuble et c'était au sixième étage. Je suis monté. En fait, c'était un appartement. Donc vraiment, je trouvais ça bizarre. Et puis quand une vieille dame de plus de 80 ans m'a ouvert la porte, là, je me suis dit: «J'ai vraiment dû me tromper». J'ai du mal noter l'adresse et en fait, elle m'a dit: «Non, non, c'est là, vous venez pratiquer le zen, soyez le bienvenu». Et donc elle pratiquait effectivement avec, 5-6 élèves autour d'elle. Donc elle m'a fait rentrer dans son appartement. C'était dans le salon qui était un peu débarrassé pour pouvoir pratiquer. Elle m'a montré en quelques minutes la posture, hein, qui est très précise, mais elle a fait ça assez rapidement. Et puis, voilà, 45 minutes d'assises immobile, comme ça, de but en blanc, alors que je m'étais jamais vraiment astreint à ça. Euh, Puisque moi, c'était plutôt sur une chaise ou de la méditation marcher. Et en fait, quand je me suis relevé au bout de trois quarts d'heure, j'ai vraiment eu ouais, une sorte de flash où je me suis dit, mais c'est extraordinaire. En fait, j'avais vraiment le sentiment d'être revenu à la maison. Et c'est ça, en fait, je me suis dit, mais c'est ça que je cherche depuis tant d'années. Tu vois, quelque part, justement, ce dont je parlais tout à l'heure, d'être complètement dépendant de ce qui se passait autour de moi, de la difficulté de la vie, là, quelque part. C'est pas que j'étais hors du temps ou hors de la vie, au contraire, j'étais assis au milieu de la vie, mais vraiment avec moi. Et un lien, une intimité avec qui j'étais, en fait. Et c'était une découverte absolument fascinante et qui m'a jamais quitté, hein. Ça, c'était en 2000, je crois en 2007. Parce que ce que j'ai pas dit avant, c'est Mmh. que moi, j'ai été remis un peu à la méditation, mais à titre individuel, et qu'au bout d'un moment, je sentais que j'avais besoin pour aller plus loin. En tout cas, j'ai ressenti, moi, le besoin de pratiquer avec un groupe, d'être guidé, d'être accompagné. Je pensais que ce serait important. Et voilà, il s'est avéré qu'en fait, cette dame qui s'appelait Josie, qui était déjà âgée effectivement de 80 ou 82 ans déjà à l'époque, s'est avérée être en fait la mère d'un des grands maîtres français de la méditation zen. Et donc j'étais tombé au bon endroit.
Et donc j'ai eu l'occasion et la chance de pratiquer pendant 8 ans avec elle, 3 fois par semaine et vraiment d'apprendre beaucoup. Et bah, elle m'a bien sûr présenté son fils, elle m'a présenté, le temple, et j'ai été donc faire des retraites, et là je suis vraiment rentré complètement dans la pratique du zen, qui m'a amené à une première Mmh. ordination, je crois de 5 ou 6 ans de pratique, hein. C'est ce qu'on appelle l'ordination de Bodhisattva, et puis quelques années après, peut-être encore 3 4 ans après, l'ordination de moine. Mais là encore, tu vois, c'est marrant, en parlant, je me rends compte que c'était pas du tout calculé. Enfin, à aucun moment, tu m'aurais dit ça peut-être C'était même pas quand un j'étais adolescent. objectif en soi. Non, puis ça m'aurait fait rigoler, de dire un jour je serai Mmh. moine, c'était tellement loin de moi. Et puis en fait, les choses se sont faites complètement naturellement. Mais je crois aussi que ce qui m'a profondément influencé, c'est cette première ordination en fait que j'ai fait au bout de quelques années, où c'était pas juste une ordination, mais il y avait une forme de transmission que j'avais pas du tout anticipée. En fait, si tu veux, c'est une cérémonie qui dure quand même 2 heures. En plus, tu es pas le seul à être ordonné. Il y a souvent d'autres personnes avec toi, des nonnes, des moines. Et il y a vraiment quelque chose, en tout cas, moi, c'est mon ressenti profond, il y a vraiment quelque chose de fort qui s'est passé, de très fort, en fait. Et ça a complètement bouleversé ma vie. Et là, encore une fois, c'était complètement inattendu. Suite à cette première ordination, beaucoup de choses ont changé. Dans le rapport à moi, dans le rapport aux autres, dans ma façon d'être. Et ça m'a profondément bouleversé. Et je me suis dit, mais là, il s'est passé quelque chose, en fait, vraiment d'important. Et cette chose-là s'est Mmh. repassée. Deuxième ordination, peut-être même encore plus puissamment et plus, d'une façon encore plus explicite, quoi. Tu parlais d'un temple, c'est un temple qui est, loin de chez toi? Tu as toujours vécu, me semble-t-il, entre Paris et la Bretagne? La communauté à laquelle j'appartiens a un temple au-dessus de Béziers, près de la Malou-les-Bains. Donc c'est vrai que c'est assez loin Mmh. de Paris et de la Bretagne, mais j'essaye d'y aller 2 3 fois par an. Là, ces dernières années, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai beaucoup d'activités différentes et que je suis souvent en Bretagne, mais pendant de nombreuses années, j'y étais voilà, 2 ou 3 fois par an pour faire justement des retraites. Nous percevons la plupart des choses qui nous entourent comme étant ordinaires, comme allant de soi. Nous ne les voyons même plus. Seuls les éléments ou les événements extraordinaires nous tirent de notre rêverie et de notre endormissement. Les merveilles sont là, tout autour de nous à chaque instant. La magie est là, il ne manque plus que nous. Merci pour ton écoute jusqu'ici et merci pour ta fidélité. Cet épisode est la première partie de la longue conversation avec Éric Salin. Je t'invite pour découvrir la suite et son histoire avec Mindfulness Solidaire de te connecter dans une semaine pour découvrir la fin du parcours d'Éric, ce moine zen atypique. À très bientôt!